continuer la suite de notre matinée qui avance à toute allure. Avec donc des projets d'étudiants qui ont travaillé avec nous au cours de ces derniers mois. J'ai eu la chance de pouvoir accueillir, par exemple, donc on va avoir 3 présentations. Une première donc faite par Julie Schmitt, qui est étudiante. Elle va se présenter un peu plus, mais elle vient de France. Elle est à l'école donc des hautes études en santé publique à Rennes et elle est venue faire un stage parmi nous. Donc, elle va nous parler plus particulièrement donc de toutes les inégalités sociales en santé et le rôle des PA. Julie, la parole est à toi. Merci beaucoup tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier du coup pour ce travail. Je crois qu'il y a un problème de défilement. Ouais, les personnes déjà qui ont accepté de participer aux entrevues donc sur lesquelles ce travail se base. Et puis aussi, je tiens à remercier Marie-Pascale et toute l'équipe. Je crois que je me sens vraiment chanceuse de pouvoir terminer mes études en travaillant sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, merci beaucoup. Donc, pour me présenter, moi, je suis étudiante en maîtrise en santé publique et j'ai un intérêt développé autour de la question des inégalités sociales de santé qui a été beaucoup aussi vu durant mes études. Et donc, ce projet Parole Onco m'a particulièrement intéressée pour me questionner notamment sur est-ce qu'il peut avoir une action sur les inégalités sociales de santé et si oui, ce serait laquelle? Diapo suivante. Donc déjà, expliquer un peu, c'est quoi les inégalités sociales de santé? Donc là, on change vraiment de point de vue et on part vraiment sur une approche un peu globale de la santé. Donc c'est des différences systématiques, évitables et importantes dans le domaine de la santé observées entre groupes sociaux. Donc c'est entre des personnes, des différences groupes sociaux, donc c'est-à-dire par exemple en fonction du statut socio-économique de la personne, mais aussi du genre, qu'on soit un homme, une femme, de l'âge, de notre culture. Et tout ça, ces inégalités, en fait, dans l'état de santé existent parce qu'on évolue dans un environnement qui nous influence, donc que ce soit notre environnement physique, mais aussi notre environnement social. Et ça va avoir un impact sur notre état de santé. Et c'est des données, du coup, qui sont à la fois statistiques par les études, mais aussi par les récits des personnes et qui sont fortement étudiées en santé publique. Alors, pourquoi se poser la question des inégalités sociales de santé dans le parcours de soins des personnes qui ont le cancer? Alors, je vais vous l'expliquer. Diapo suivante. Hop, pardon. Merci. Déjà, ça a été mis, en fait, ces inégalités-là, elles ont été mises en évidence dans la littérature aussi, et ce, dès les années 90, que les personnes, en fonction de leur statut socio-économique notamment, elles avaient malheureusement, elles décédaient plus fréquemment et plus rapidement d'un cancer, et ça, peu importe la localisation ou les stades de diagnostic. Et donc ça a été mis en évidence, et notamment, par exemple, aussi aux États-Unis, avec dans les années 90 aussi, qui a étudié vraiment le parcours de soins des personnes en situation de pauvreté, et ça a découlé sur un projet, par exemple, des patient navigators, donc l'accompagnement vraiment des patients en situation de précarité pour qu'elles puissent s'orienter dans le service de soins. Et donc ces inégalités-là, en fait, dans le parcours de soins, elles peuvent s'expliquer aussi au travers de différentes choses. Donc à la fois la communication avec les professionnels qui vont être différentes en fonction des ressources qu'on a personnellement, mais aussi un peu, il y a aussi des biais chez les professionnels qui vont jouer. Par exemple, les études ont relevé que les consultations étaient plus longues avec les personnes, par exemple, de statut socio-économique élevé que pauvres. Les professionnels avaient tendance à davantage faire confiance aux patients et à partager plus d'informations. Et ça entraîne aussi du coup, des inégalités dans l'accessibilité à l'information, mais aller chercher l'information et puis la comprendre, c'est des ressources qui sont différentes chez chacun et des inégalités qui existent là-dedans. C'est ce qu'on appelle notamment la littératie en santé, par exemple, dans le domaine de la santé publique. Et ça, c'est des ressources qui vont être différentes chez les personnes, qui vont aussi avoir un impact sur notre capacité à nous engager dans nos soins. Donc, que ce soit dans le fait de poser des questions, d'oser poser des questions, et ainsi, du coup, d'être acteur, tout le monde ne va pas avoir les mêmes ressources. Et c'est là, du coup, que le projet Parole Onco est intéressant, hein, que j'ai voulu étudier à partir, du coup, de ces données de la littérature-là. Donc,
ça s'est basé à partir d'une étude qualitative. Donc, il y a 9 patientes accompagnées qui ont été interrogées, 2 patientes accompagnatrices et une coordonnatrice. Et donc, dans les résultats, il y a 4 thématiques principales qui ont été relevées, notamment que les patientes accompagnatrices permettaient d'avoir un soutien émotionnel et que celui-ci était vraiment privilégié parce qu'elles parlaient avec des pairs, des personnes qui avaient vécu la même chose qu'elles. Et ça a été retrouvé dans toutes les entrevues. Et c'était ainsi une réponse face au stress et à l'anxiété. La deuxième thématique qui a été mise en évidence, c'est que les patientes accompagnatrices permettaient du coup d'apporter des moyens pour s'informer, s'orienter et s'engager dans ces soins. Grâce à leur expérience, il y avait un accès à l'information qui est favorisé, mais aussi elles sont des relais pour orienter vers les professionnels nécessaires. Comme il y a un lien privilégié qui est créé entre la patiente accompagnatrice et la patiente, elles sont ainsi du coup plus à même de percevoir les vulnérabilités aussi sociales qui peuvent exister chez les patientes et donc d'orienter vers des professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues. Les patientes accompagnatrices aident aussi à mieux comprendre les termes médicaux et permettent ainsi aux patientes de mieux comprendre l'information médicale. Enfin, troisième thématique, c'est que ça apportait des ressources vraiment supplémentaires dans l'équipe de soins, grâce à la valeur relationnelle qui est apportée dans la communication, et qui permettent ainsi de mieux communiquer avec les professionnels de santé parce qu'elles se confient avec leurs patientes accompagnatrices sur ce qui va et ce qui va moins bien dans la communication, qui leur apporte des conseils aussi. Ça pallie au manque de temps, donc comme ça a été vu aussi dit précédemment par les patientes elles-mêmes. Et puis, c'est vraiment une relation de confiance qui permet ainsi d'avoir une valeur relationnelle en plus. Et la quatrième chose qui a été mise en évidence, c'est qu'ainsi, il y avait des apports réels, mais qui étaient variables en fonction des patientes. Il y a des patientes, par exemple, qui sont déjà très bien outillées dans la capacité à rechercher l'information, à la comprendre, et d'autres beaucoup moins. De même, entourage social qui est présent chez certaines et beaucoup moins dans d'autres. Et ainsi, on a des résultats différents chez les personnes, mais qui s'identifient aussi en fonction de chacun et l'entourage social dans lequel elles évoluent. Donc, pour conclure, il me reste moins d'une minute. Ce qui est mis en évidence aussi, c'est qu'en fait, une des principales plus-values des patientes accompagnatrices, c'est comme c'est une ressource qui est mise directement à disposition des patientes, qui est proposée par les professionnels. Et c'est déjà un énorme avantage envers les personnes qui ont peu de ressources. Parce que déjà, rien qu'aller chercher les ressources, ça demande déjà des capacités et des ressources. Et ça, la réelle plus-value, à mon sens, de l'accompagnement par les patients. Et ça s'interroge aussi notamment, du coup, la compréhension de est-ce qu'il existe des freins qui permettent d'accepter l'accompagnement et si oui, quels sont-ils? Et enfin, je pense qu'il faut aussi avoir plus d'importance que les PA, elles peuvent avoir, elles sont un relais important ainsi de ressources pour les patientes, notamment celles qui prennent par exemple moins de ressources et d'orientation par les professionnels. Et puis enfin, c'est un projet, aussi les patients accompagnateurs qui peut être aussi bénéficiaire dans d'autres types de cancers. Et notamment, il y a des cancers, par exemple, qu'on retrouve davantage chez des populations plus précaires, comme les cancers, par exemple, des voies digestives ou du poumon, et qui peut ainsi encore davantage bénéficier à ces personnes-là. Bravo, 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 Julie. Là, franchement, quel beau projet. Puis, merci de nous avoir éclairé sur aussi le rôle des personnes accompagnatrices, des patients accompagnateurs, comme étant aussi des personnes qui peuvent aider et outiller des personnes qui ont effectivement des situations qui pourraient les amener à être plus en difficulté pour pouvoir avoir des accès et aussi pouvoir cheminer dans leur parcours de soins et leurs problèmes de santé de façon équivalente à d'autres personnes. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question ou pas? Là, je ne me rends pas trop compte du temps. Là. Notre fée Clochette nous dit quoi? Oui. Une question. Pour une question.
Oui, Mado. Ben moi, je n'ai pas une question, mais un commentaire, parce qu'à l'origine de Parole Onco, en tout cas au CIUS de l'Est, on voulait s'attarder aux personnes qui avaient de plus grandes détresses. Et normalement, ça pouvait être des détresses psychologiques, oui, mais pas nécessairement des détresses sociales, des gens qui sont de d'autres cultures, etc. Alors, bon, on n'a pas réussi, c'était trop complexe, mais là, dans le fond, parce qu'on n'a pas nécessairement tout le monde besoin d'être accompagné comme patiente. Alors, je pense qu'on devrait porter une attention particulière. Je trouve ça intéressant que tu nous présentes ça. Moi, en tout cas, c'est dans ma ligne de choses que j'aimerais faire. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Très, très, très beau Oui, travail. merci Et beaucoup. puis, une belle complémentarité par rapport à tout ce que l'on a fait. Donc, un grand, grand merci. Maintenant, je vais passer la parole à le silence dans le quotidien des patientes accompagnatrices de Parole Onco. Donc, ça, c'est tout un projet qui va être présenté par Antoine Gauzy, qui vient de finir donc, sa maîtrise aux hautes études commerciale à Montréal. C'est vraiment alors une très très belle rencontre aussi qui m'a été proposée par Sacha Gadiri qui connaissait Antoine. Donc Sacha Gadiri est professeur au HEC et co-chercheur sur ce projet. Et c'est en discutant avec Antoine qu'ils sont arrivés avec cette excessivement belle idée. J'avoue que moi j'ai été très impressionnée dès le départ en me disant waouh, quel sujet génial. Donc je te laisse Antoine continuer. Oui, bonjour Marie-Pascale, bonjour à tous. Et puis, je tiens à te remercier, toi et Sacha, pour votre soutien, ainsi que les patientes accompagnatrices pour leur accueil et puis pour m'avoir fait découvrir leur quotidien. Donc, j'ai voulu travailler sur le silence des patientes accompagnatrices, car leur rôle me paraissait central dans le partenariat de soins. Dans le cadre de leur activité, elles sont amenées à communiquer avec les professionnels de la santé, les patientes accompagnées et entre elles-mêmes. Or, alors que le partenariat de soins suppose que tout doit pouvoir être dit, il y a une certaine transparence dans les échanges, on y trouve des silences qui sont des écoutes bienveillantes, qui peuvent être aussi des choses qui sont tues lors des accompagnements. Voilà. Donc, ma problématique est donc quelles sont les formes, rôles et impacts du silence dans l'expérience vécue des patientes accompagnatrices dans un service d'oncologie. Pour répondre à cette question, j'ai étudié le vécu des patientes accompagnatrices en participant aux rencontres hebdomadaires dans le cadre d'une communauté de pratique. J'ai réalisé 6 entrevues avec donc 6 patientes accompagnatrices du programme et j'ai eu l'occasion de discuter de mes premiers résultats avec 3 patientes accompagnatrices lors d'un groupe de discussion. Je vais maintenant vous présenter un premier degré d'analyse qui expose les différents silences dans le quotidien des patientes accompagnatrices, puis je vais vous présenter un second niveau d'analyse plus abstrait qui montre un usage éthique et politique du silence par les patientes accompagnatrices. Donc, le premier degré d'analyse révèle les silences dans le quotidien des patientes accompagnatrices, mais tout d'abord, on a remarqué que la COVID-19 crée des silences entre les professionnels de la santé et les patientes en oncologie, car les rythmes de travail sont intensifiés et les professionnels de santé manquent de temps pour accompagner les patients en oncologie. Les communications sont donc réduites à la trajectoire de soins, c'est-à-dire au diagnostic, au traitement, etc. Et les patientes n'arrivent pas à communiquer leurs émotions et se sentent esselées. Et c'est dans ce cadre que les patientes accompagnatrices viennent fournir un soutien. On va donc voir les silences dans les interactions entre les patientes accompagnatrices et les patientes accompagnées. Et déjà, l'anonymat et certaines réalités qui sont tues par les patientes accompagnatrices assure la qualité des accompagnements. Premièrement, l'anonymat lors de l'accompagnement crée un lieu propice au dialogue entre les patientes accompagnatrices et les patientes accompagnées. En effet, l'anonymat est une forme de silence discursif qui cache une partie de l'identité des patientes, c'est-à-dire le nom de famille, l'adresse de domicile, par exemple. Et ainsi, l'anonymat facilite les communications lors des accompagnements, car les propos qui sont tenus ne sont pas directement assimilables à l'identité des patientes. Dès lors, les patientes accompagnées ne craignent pas d'être jugées ou de se montrer vulnérables envers la patiente accompagnatrice. Secondement, les patientes accompagnatrices utilisent des silences discursifs, c'est-à-dire qu'elles vont taire une certaine partie de leur trajectoire de soins pour mieux supporter la patiente accompagnée, pour la mettre au cœur de son accompagnement. Toutefois, les patientes accompagnatrices peuvent être amenées à parler de leur trajectoire de soins et dans ce cas, elles vont choisir leurs mots pour encourager la patiente accompagnée dans sa trajectoire et ne surtout pas la décourager. Donc, il y a vraiment une recherche
de la bonne parole, si je puis dire. De surcroît, les patientes accompagnées vont aussi se taire quand les accompagnements vont dériver sur des questions trop techniques, sur des questions médicales, comme par exemple les effets secondaires d'un médicament ou d'un traitement, et elles vont alors inviter la patiente accompagnée à consulter directement son médecin référent. On va donc voir maintenant les silences des patientes accompagnatrices et des professionnels de la santé. Dans les communications avec les professionnels de la santé, le silence illustre des formes de réticence face au rôle des patientes accompagnatrices et face au changement de culture que cela implique, de ce nouveau rôle. L'absence d'une vision commune peut créer des silences. Il va réduire les communications entre les professionnels de la santé et les patientes accompagnatrices, et il peut se manifester par des attitudes stoïques, le fait de ne pas s'adresser la parole en dehors des réunions ou des caméras qui peuvent être fermées sur Zoom. Les patientes accompagnatrices vivent ces silences comme une fermeture à l'échange, et pour pallier ces formes de réticence, de résistance qui viennent des professionnels de la santé, les patientes accompagnatrices vont choisir leurs mots et la manière de s'exprimer pour ne pas heurter les sensibilités des professionnels de la santé. Par exemple, lors des présentations du programme d'accompagnement devant les professionnels de la santé, elles cherchent davantage à pointer un dysfonctionnement du système de santé dans sa globalité, et elles vont aussi proposer des pistes d'amélioration plutôt que de critiquer un fait précis qui va être attribuable à un professionnel. Ensuite, il y a aussi des silences qui prennent part entre les patientes accompagnatrices elles-mêmes. Lors des réunions hebdomadaires entre les patientes accompagnatrices, elles font silence quand une collègue parle, elles s'écoutent pour assurer les bonnes communications, pour permettre à chacune d'exprimer son point de vue et d'apporter un témoignage sur les accompagnements de la semaine passée. L'écoute silencieuse permet aux patientes accompagnatrices de prendre du recul sur ce qui est dit, de faire une forme de rétroaction et de mieux conseiller ensuite la patiente, de lui apporter des conseils sur la base de son témoignage. On voit donc que le premier degré d'analyse présente les différentes formes de silence dans le quotidien des patientes accompagnatrices. Le second degré d'analyse que je vais présenter maintenant présente un usage politique et un usage éthique du silence par les patientes accompagnatrices. Premièrement… Antoine, Oui. Il te reste 2 minutes, Antoine. Oui, c'est parfait, c'est ce que j'avais calculé. Premièrement, le silence politique des patientes accompagnatrices pérennise leur rôle auprès des professionnels de la santé. Pour ce faire, l'usage discursif, c'est-à-dire de taire certaines réalités, de ne pas critiquer un professionnel, et l'usage rhétorique qui va être de choisir ses mots, ont une finalité politique car les patientes accompagnatrices justifient les bienfaits de leur accompagnement auprès des professionnels de la santé. Le silence politique justifie l'identité professionnelle des patientes accompagnatrices et vise à faire reconnaître un certain savoir-faire et une pratique de l'accompagnement. Secondement, le silence éthique des patientes accompagnatrices établit les bonnes relations et les bonnes pratiques entre elles, avec les professionnels de la santé et les patientes accompagnées. L'usage discursif du silence, c'est-à-dire de taire sa trajectoire de soins, de s'écouter, et le silence rhétorique, qui va être de bien choisir ses mots, ont une finalité éthique car ils visent à construire une bonne pratique professionnelle fondée sur le souci de l'autre, la bienveillance, le soutien émotionnel des patientes accompagnées, mais aussi le souci d'avoir des bonnes relations et des bonnes pratiques. Le silence éthique traverse le silence politique car il participe directement à la construction d'une identité professionnelle. Enfin, le souci de l'autre et la volonté de bien faire justifient la nécessité du rôle des patientes accompagnatrices auprès des patientes accompagnées et au sein des professionnels de la santé. Et donc maintenant, pour conclure, cette recherche permet donc de mieux comprendre les interactions des patientes accompagnatrices avec chaque partie prenante du partenariat de soins. Elle précise aussi les compétences relationnelles qu'il faut pour être patiente accompagnatrice et la nécessité d'une reconnaissance des bonnes pratiques et du rôle des patientes accompagnatrices. Néanmoins, cette recherche présente des limites car elle se limite au rôle des patientes accompagnatrices et une étude plus globale pourrait prendre en compte le vécu des professionnels de la santé et des patientes accompagnées en termes de silence. Comment ces deux interlocuteurs vivent leur silence dans le partenariat de soins. Vraiment impressionnant, c'est un très très beau travail, hein, franchement, que tu nous as amené. Ton côté philosophe t'a beaucoup aidé, là, je pense, dans la réalisation de ce travail. J'ai regardé son CV, je dis, il n'est pas seulement au HEC, là, cet homme-là, là, il vient d'un autre monde. Donc là, tu as quand même un background en philo là, qui se sent et qui s'entend. C'est génial, vraiment. Là, je trouve que c'est une tellement belle plus-value pour notre projet aussi. D'aller chercher vraiment des manières effectivement de communiquer que l'on n'étudie pas de façon vraiment évidente normalement. Donc, c'est génial d'être à la croisée en tous les cas de plein de disciplines différentes grâce à ce projet. Est-ce qu'il y aurait une question pour
Oui, Mado? Moi, ce n'est pas une question, c'est encore une fois, c'est un commentaire. Écoute, je suis émerveillée d'entendre ça. C'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Et puis, je me dis, à la fois les forces du silence, à l'occasion, ce sont des forces, mais à d'autres fois, ce sont des pièges. Et puis, je trouve qu'on devrait avoir des échanges comme ça dans notre équipe, dans le fond. Quand est-ce qu'on... C'est sûr que quand on accompagne, moi, j'ai jamais dit les effets secondaires de la chimiothérapie que j'avais vécu. C'est pas la place, j'ai pas besoin de dire ça. Ça, c'est clair et net. Mais les silences entre nous au niveau de l'équipe ou avec, je trouve ça, je m'arrête là, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci, Mado. Oui, puis il y a évidemment leur rapport, hein, parce que ce soit Julie ou Antoine, il y a vraiment un document écrit qui va évidemment de pair avec la présentation orale. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on pourrait aussi partager ces documents. Puis, je pense qu'il va y avoir aussi des articles qui vont sortir de ces travaux. Donc, vraiment un grand bravo à vous deux. Là, on va enchaîner donc avec la dimension éthique. Vous savez qu'on en avait déjà parlé lors de la précédente rencontre, mais là, on a vraiment une synthèse de tout ce qui a été fait au cours de ces derniers mois. Et nous avons donc la chance d'avoir Amaryllis, Mylène, Isabelle Ganache et bien sûr avec la participation aussi de Diane Beauchamp qui donc va vous présenter le travail qui a été fait au cours de ces derniers mois. Bonjour tout le monde. Un honneur de venir aujourd'hui présenter les résultats de notre recherche au nom de tout le monde. Donc, le projet a été fait avec moi-même, Amaryllis, Mylène Shankland et avec Isabelle et Marie-Pascale. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir la collaboration de Diane Beauchamp qui va mettre en lumière nos résultats avec un aspect plus personnel pour terminer cette série de présentations. Alors, notre projet, en fait, reposait, l'idée, c'était de mettre en lumière l'expertise unique du rôle de patient accompagnateur et d'aller étudier à la fois dans une revue de la littérature, qu'est-ce qui est dit sur ce rôle de patient accompagnateur, quels sont les enjeux éthiques et les fondements éthiques qui viennent avec ce rôle, et une seconde partie qui est une partie d'entrevue, qui sont les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui avec des patients accompagnateurs. Donc, on a eu la chance d'avoir des entrevues d'une durée d'1 heure avec 20 patients accompagnateurs avec un très haut taux de réponse. C'était des patients accompagnateurs qui venaient de différents milieux et puis différentes pathologies aussi. Et on a eu la chance de passer 1 heure ou même un peu plus en vidéoconférence ou par téléphone pour avoir les données que l'on vous présente maintenant. Donc, la première partie et qui est ressorti nos résultats, c'est comment devient-on patient accompagnateur? Alors, je vais commencer à laisser la chance à Diane de nous présenter son expérience. On ne t'entend pas, Diane. Il faut que tu mettes le son. OK. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là à la toute fin comme ça. Ça prend quand même une bonne volonté. Malgré que c'est très, très intéressant tout ce qui s'est dit. Alors, la question, c'est comment devient-on patient accompagnateur? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une patiente accompagnatrice durant mon parcours de soins, mais surtout vers la fin, avec aussi une radio-oncologue qui m'a invitée. Les deux m'ont invitée à participer au programme de Parole Onco. Même si j'étais à la toute fin de mon parcours avec la radio-oncologue, mais l'idée, c'est qu'il fallait que j'attende quand même, un certain temps parce qu'on sait que ça prend une certaine distance. Alors, j'ai terminé mes traitements il y a 1 an et j'ai commencé à devenir patiente accompagnatrice au mois d'avril 2021. Donc, pour moi, une des raisons, c'était d'accepter, c'était un genre de reconnaissance pour les bons soins que j'ai eus en temps de pandémie au CHUM. Et puis aussi parce que ça répondait à un besoin chez moi de donner en retour
Donc, j'ai tout de suite, d'emblée, je n'ai même pas réfléchi, puis j'ai dit avec grand plaisir. Donc, mes traitements, c'est ça. Mes traitements étaient terminés, donc je me sentais très bien pour pouvoir accepter cette invitation-là. Ben, merci beaucoup, Diane, de nous partager tout ça. Et puis, ça reprend sur certains points justement ce que l'on a eu la chance de retrouver dans l'ensemble de nos entrevues, que les patients accompagnateurs le devenaient souvent, la plupart du temps, par un concours de circonstances. Ils entendaient parler d'une façon ou d'une autre du programme ou quelqu'un leur proposait. Et qu'il y avait la plupart du temps aussi ce désir de faire quelque chose, de redonner, de trouver un bénévolat qui était pertinent et de pouvoir utiliser cette expérience unique et la transformer en expertise unique qu'ils pourraient partager avec d'autres. La deuxième question auxquelles ont répondu nos patients accompagnateurs au cours des entrevues, c'était qu'est-ce qui fait que l'on devient un patient accompagnateur? Alors, je vous laisse la parole, Diane, pour nous parler de votre expérience. Bon, ben justement, moi, une des motivations, c'était de partager mon expérience pour écouter et puis tenter de rassurer. Et puis, en ce moment, pendant la pandémie, c'est au téléphone. Et je suis très surprise de voir comment ça se passe bien, puis comment il y a quand même une relation, un lien qui se crée malgré qu'on ne se voit pas. Et puis, aussi, ça donne du réconfort et de l'espoir, puisqu'on, évidemment, on leur dit dans notre conversation avec elles qu'on a passé par là. Et aussi parce que elles nous disent toujours que la conversation qu'elles ont eue, à la fin de chaque conversation, combien ça leur a fait du bien. Alors, c'est très valorisant pour nous. Ça fait chaud au cœur de se sentir utile. Ben, merci. Donc, souvent, c'était des choses qui étaient également partagées dans nos entrevues. On a retrouvé ce besoin de redonner, l'idée de la générosité, que ce rôle leur permettait de trouver un peu peut-être des fois une raison d'être, surtout après une perte d'emploi ou un changement radical dans la vie, qu'il y avait cette idée que les patients accompagnateurs avaient cette disponibilité qu'ils pouvaient donner, qu'ils pouvaient offrir, par exemple, d'avoir du silence et d'avoir ce temps d'écoute comme on a entendu. Et peut-être aussi des fois un manque vécu lorsqu'on a appris que ce rôle existe, qu'on n'a pas soi-même été accompagné lorsqu'on était patient. La troisième section que l'on a retrouvée, c'était qu'est-ce que ça prenait pour devenir un patient accompagnateur? Qu'est-ce qui venait à la base dans ce rôle-là? Donc, encore une fois, je vous laisse la parole, Diane. Bien, pour moi, l'écoute, c'est la base. Plusieurs patientes m'ont dit qu'elles ne sont pas toujours à l'aise de raconter dans leur entourage. On a entendu ça dans les témoignages aussi avant moi, raconter ce qui leur arrive. Donc, avec une personne neutre, on leur laisse toute la place pour nous faire part de leur inquiétude et parfois de leur anxiété sans les juger. Donc, on répète souvent qu'on n'est ni médecin ni infirmière, mais que j'ai eu le cancer du sein comme elle. Qu'est-ce que j'ai moi que les autres n'ont pas, sans vouloir minimiser l'importance de l'équipe clinique et des membres de l'équipe clinique. Mais c'est de leur dire qu'on n'est ni médecin, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'on va leur donner des conseils de médecin. Et à ce moment-là, on les réfère et ça se passe bien. Mais merci. Et puis, donc, les valeurs que l'on a retrouvées, les habilités chez les patients accompagnateurs qui nous ont partagées, qui rendaient vraiment ce rôle unique, qui était propre au rôle, c'était des valeurs et des habilités telles que l'écoute, un professionnalisme, besoin d'avoir un certain savoir-être, d'avoir besoin d'avoir un respect de l'autre, des valeurs d'empathie, de compassion, d'honnêteté, de se présenter soi-même et aussi des habilités d'être disponible pour être là au bon moment et quand il fallait. Et la dernière section que on a partagée avec les patients accompagnateurs lors des entrevues, c'était qu'est-ce qu'il fallait pour rester accompagnateur? Quels étaient peut-être les défis, les enjeux, les choses auxquelles il faut continuer de faire pour améliorer ce rôle? Donc, je vous laisse la parole, Diane. Moi, en fait, ces 2 points qui sont très importants pour moi. Le premier point, c'est nos rencontres virtuelles pour le moment.
chaque semaine avec notre groupe de patientes accompagnatrices. Et ça, je crois que c'est essentiel. C'est une équipe de femmes fantastiques qui ont été traitées au CHUM pour leur cancer du sein, qui sont maintenant des patientes accompagnatrices. Et puis, on se donne beaucoup de soutien et on partage l'information parce que ça ne fait pas longtemps que je suis là et on sait qu'il y a toutes sortes de différents cancers du sein. Et c'est très précieux pour moi de pouvoir avoir c'est très aidant pour avoir cette équipe qui sont près de moi et j'apprécie beaucoup. Et puis l'autre point, c'est la question de la formation continue. Ça aussi, on en a parlé. Alors, je m'inscris aux ateliers virtuels de formation et ça aussi, ça m'aide beaucoup. Hier, c'était justement sur notre santé psychologique, à nous, les patientes accompagnatrices. Alors, quand on a des cas lourds, comment on fait pour partager ça et pas rester toute seule avec les confidences qu'on reçoit. Alors ça, je trouve ça très précieux. Et puis pour terminer, j'aimerais remercier les équipes cliniques du CHUM qui nous réfèrent leurs patientes parce que si on n'a pas de patientes, on ne va pas bien loin avec notre équipe de patientes accompagnatrices. Ben, merci beaucoup, Diane. Et ça met bien en relief justement les différents enjeux et défis et continuités qu'il faut mettre en place pour ce rôle de patient accompagnateur. Donc, des défis au niveau de l'établissement, par exemple, est-ce que c'est un rôle qui devrait être rémunéré? Est-ce que c'est un rôle bénévole? Comment on fait une sélection des PA? Comment on offre une formation continue? Comment l'établissement peut le reconnaître? Comment se passe au niveau de l'équipe clinique, le rapport? Est-ce que le rôle est connu, reconnu? Comment ça se passe? Où est-ce qu'ils trouvent leur place? Et aussi au niveau personnel, comme vous mentionnez, qu'il faut trouver un certain équilibre personnel par rapport à son expérience de soins, qu'il y a peut-être des questions à se poser sur quelles sont les frontières entre l'amitié, cette relation professionnelle, les limites de la vie privée, comment être un modèle de rétablissement, et des questions aussi pratico-pratiques sur, par exemple, est-ce qu'on peut faire un accompagnement purement virtuel, ou présentiel ou autre. Donc, voilà, ça vous démontre un petit peu un petit portrait, un survol de nos résultats que l'on espère présenter pour pouvoir ensuite les partager à l'ensemble de toutes les communautés qui souhaiteraient mettre en place des patients accompagnateurs comme rôle. Et un grand merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour cette fin de présentation. Merci infiniment à vous trois. Vous faites un beau trio. C'était vraiment super chouette d'entendre tout ce travail assez remarquable puis de l'avoir illustré avec Diane. Là, je trouvais ça vraiment très, très inspirant. On pourrait prendre une question, s'il y en a une dans la salle. Est-ce que Mado, tu veux poser une question? Non, ça va? Ok. Mais en tout cas, ça complète bien ce qu'on avait fait sur le côté juridique. On avait beaucoup mis l'emphase au cours des 3 dernières années aussi sur les enjeux en lien avec le statut des patientes accompagnatrices. Et là, on voulait vraiment aller chercher les fondements éthiques. Donc, il va y avoir une publication aussi qui va revenir sur à la fois le côté plus dans la littérature, complétée par évidemment tout ce qu'on est allé chercher sur notre terrain. Donc, ça sera aussi très original parce qu'on ne trouve pas beaucoup ce genre de choses actuellement disponibles. C'est ce qu'on a pu voir dans notre recherche littéraire. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup à vous trois. Et puis,